Chers étudiants, bonjour. J'espère que chacun de vous se porte bien et que vous avez tous la possibilité de travailler dans de bonnes conditions. Comme la dernière fois, n'hésitez pas à poser des questions dans le fil de discussion. Il va y avoir un document avec des exercices sur le NT et quelques détails sur l'organisation. Vous pourrez vous y référer et poser vos questions. Je veux insister sur le fait qu'il est important que vous fassiez vous-même les exercices, sans vous contenter de regarder passivement la vidéo ou d'attendre les corriger. En mathématiques, si on ne pratique pas soi-même, on n'apprend pas vraiment. Aussi, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo d'un coup, mais il faut qu'à la fin, vous l'ayez regardée en entier et que vous ayez bien lu et compris le cours qui va avec. Et encore une fois, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Après les formules de Taylor qu'on a vues la semaine dernière et que vous pouvez toujours revoir en vidéo, on va parler aujourd'hui des développements limités. Vous vous souvenez qu'on a dit lundi dernier que quand une fonction f est assez régulière, c'est-à-dire de classe Cn ou de classe Cn plus 1, on peut envisager de l'écrire sous la forme d'un polynôme de degré n plus un reste, qu'on a écrit de trois façons différentes, selon qu'il s'agissait de la formule de Taylor-Young, de la formule de Taylor avec reste intégral, ou de la formule de Taylor-Lagrange. Aujourd'hui, on va retenir plutôt le point de vue de Taylor-Young, c'est-à-dire dans lequel on écrit le reste d'ordre n, c'est-à-dire l'erreur commise en confondant au voisinage d'un point la fonction f avec son polynôme de Taylor d'ordre n, sous la forme h puissance n fois epsilon de h, avec epsilon de h tendant vers 0 quand h tend vers 0. Comme on l'a vu la dernière fois, c'est cette forme qui permet de faire des calculs de limites et on en verra des exemples en fin de vidéo. On part d'une fonction f définie sur un intervalle réel i et à valeur dans R, soit x0, un élément de i en dehors du bord de i, un développement limité à l'ordre n de la fonction f en x0, c'est une égalité valable pour tout x de i qui s'écrit f de x égale a0 plus a1 fois x moins x0 plus a2 fois x moins x0 au carré, plus, etc., plus an fois x moins x0 puissance n, plus x moins x0 puissance n, epsilon de x moins x0, où epsilon de t est une fonction qui tend vers 0 quand t tend vers 0. La première partie du membre de droite, la partie polynomiale, est appelée partie principale, ou partie régulière de ce développement limité. Pour écrire les choses de manière abrégée, on note parfois dl indice n de f et de x0. Évidemment, tout ça est très proche de la formule de Taylor-Young. Si on pose a égale x0 et h égale x moins x0, et qu'on remplace a par f de a, a0 par f de a, pardon, a1 par f' de a, a2 par f seconde de a sur 2, etc., jusqu'à an par la dérivée énième de f en a divisé par factoriel n, on retrouve bien la petite musique de la semaine dernière. Il y a tout de même une distinction théorique entre les deux, qui tient au fait qu'une fonction qui admet un développement limité d'ordre n n'est pas forcément de classe Cn. Mais on n'aura pas besoin de ces subtilités ici, ce ne sera pas très grave si vous ne faites pas la différence. Pour faciliter les notations, c'est très souvent en x0 égale 0 qu'on regarde les développements limités. C'est-à-dire qu'on cherche à écrire quelque chose comme f de x égale a0 plus a1x plus a2x au carré plus etc. plus an x puissance n plus x puissance n epsilon de x, où epsilon est une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. C'est de ça dont on va s'occuper ici, c'est de cette forme-là. Un premier exemple très simple, c'est les polynômes eux-mêmes. Prenons par exemple 1 plus 2x moins 3x au carré plus 7x au cube plus x puissance 4. On peut le réécrire 1 plus 2x moins 3x au carré plus x au carré facteur de 7x plus x au carré. Et on a évidemment que 7x plus x au carré tend vers 0 quand x tend vers 0. Cette écriture est donc de la forme 1 plus 2x moins 3x au carré plus x au carré epsilon de x avec epsilon de x qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Plus généralement, si on veut le développement limité en 0 à l'ordre n d'un polynôme, il suffit de tronquer ce polynôme au degré n, c'est-à-dire de n'en garder que les monômes de degré inférieur ou égal à n, et de mettre à la place des autres x puissance n epsilon de x. Ça n'a pas forcément l'air bien spectaculaire, et c'est vrai que ce n'est pas pour les polynômes qu'on a inventé les développements limités, mais ça peut être intéressant quand pour une raison ou pour une autre on a besoin de réduire un peu le degré du polynôme qu'on étudie, par exemple, pour faire des calculs plus vite, quitte à accepter une petite marge d'erreur. Plus généralement, pour trouver un développement limité, si la fonction f est de classe Cn, on peut utiliser la formule de Taylor-Young qui nous permet d'écrire que ak est égal à la dérivée km de f en 0 divisé par factoriel k pour tout k entre 0 et n. C'est une méthode très générale qui permet en théorie de trouver à peu près n'importe quel développement limité. Par exemple, prenons pour f la fonction exponentielle x. Toutes ces dérivées successives sont égales à elles-mêmes, exponentielle x. Donc pour tout entier positif k, on a que la dérivée km de f en 0 divisé par factoriel k est égale à exponentielle 0 sur factoriel k, c'est-à-dire 1 sur factoriel k. Et on en tire donc facilement le développement limité de l'exponentielle en 0 à partir de Taylor-Young. Avec Taylor-Young, on peut aussi regarder les fonctions sinus et cosinus.
Une question de signe près, ces deux fonctions sont les dérivées l'une de l'autre. Donc quand on dérive 2 fois, 3 fois, etc., on clignote en quelque sorte entre sinus et cosinus. Alors, regardons le cas du développement limité de cosinus en zéro qu'on écrit avec Taylor-Young. Les dérivées premières, troisième, cinquième, etc. de cosinus sont alternativement moins sinus et sinus, qui en 0 valent 0. Et les dérivées seconde, quatrième, sixième, etc. valent alternativement moins cosinus et cosinus, qui en 0 valent donc moins 1 et 1. La partie régulière du développement limité de cosinus en 0 vaut donc 1 moins x au carré sur 2, plus x puissance 4 sur factoriel 4, moins x puissance 6 sur factoriel 6, plus x puissance 8 sur factoriel 8, etc. en s'arrêtant à l'ordre n qui nous intéresse. C'est pas très difficile donc. Le seul point un peu technique, c'est de savoir comment on écrit le dernier terme, c'est-à-dire le dernier monôme de la partie régulière, avant le reste d'ordre n, qui lui s'écrit toujours x puissance n epsilon de x. Il y a 4 possibilités selon le reste de la division de n par 4. Si n est multiple de 4, c'est-à-dire que n est de la forme 4m, alors la dérivée nème de cosinus est égale à cosinus, qui en 0 vaut donc 1. Dans ce cas, donc, le dernier monôme vaut 1 sur factoriel n fois x puissance n. Si n est de la forme 4m plus 1, alors la dérivée nème de cosinus vaut moins sinus, qui en 0 vaut 0. Et le problème se reportera plutôt au terme précédent. Si n est de la forme 4m plus 2, alors la dérivée nème de cosinus vaut moins cosinus, qui fait donc moins 1 en 0, et le dernier monôme vaut moins 1 sur factoriel n fois x puissance n. Et enfin, si n est de la forme 4n plus 3, alors la dérivée nème de cosinus vaut sinus, qui vaut 0 en 0, et là aussi, il faudrait regarder l'avant-dernier terme. Pour synthétiser tout ça, ce qu'on fait d'habitude pour cosinus, c'est prendre un développement limité d'ordre impair. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand n est impair, le terme de degré n de la partie régulière est nul. Ça ne coûte pas plus cher, par exemple, de regarder cosinus à l'ordre 3 plutôt qu'à l'ordre 2, au sens où ça n'ajoute pas de termes supplémentaires à la partie régulière. En revanche, le reste est meilleur à l'ordre 3, puisque pouvoir écrire x puissance 3 epsilon de x plutôt que x puissance 2 epsilon de x donne un renseignement plus fort sur la vitesse de convergence vers 0 quand x tend vers 0. Même si, attention, quand même, les deux epsilon de x ne sont pas les mêmes ici. C'est l'occasion de signaler qu'en vrai, on devrait plutôt écrire epsilon indice n de x plutôt que epsilon de x, puisque la fonction epsilon change évidemment quand l'ordre du développement limité change aussi. En pratique, on n'écrit jamais epsilon n de x parce qu'on se comprend, mais gardez-le tout de même en tête, d'ailleurs on y reviendra tout à l'heure. Donc pour en revenir à cosinus, on prend en général un développement limité de cosinus en 0 à un ordre impair. Reste quand même à décider si le dernier terme de la partie régulière est un moins 1 sur factoriel n x puissance n ou un 1 sur factoriel n fois x puissance n. Et ça, comme on l'a vu, ça dépend s'il reste de la division de n par 4 est 1 ou 3. Quand on fait la synthèse, on trouve une expression générale du développement limité en 0 à l'ordre 2k plus 1 de cosinus. De la même façon, vous pourrez vérifier qu'avec sinus, le bon plan consiste à prendre un développement limité en 0 à un ordre pair, c'est-à-dire de la forme n égale 2k. Ça se fait vraiment exactement comme pour cosinus, donc ça peut valoir le coup de le vérifier par vous-même, histoire d'être sûr que vous avez bien compris l'idée. Donnons encore deux autres développements limités en 0 à l'ordre n qui s'obtiennent assez facilement avec Taylor-Young. Log 1 plus x d'une part et 1 plus x puissance alpha d'autre part. Là aussi, je vous recommande de faire l'effort de retrouver ces deux formules à partir de la formule de Taylor-Young. C'est un bon exercice pour se faire les dents sur les développements limités, au moins à l'ordre 2, à l'ordre 3 ou à l'ordre 4. Il y a d'autres méthodes que Taylor-Young pour trouver des développements limités. Par exemple, pour la fonction 1 sur 1 moins x, toujours en 0. On peut, c'est vrai, retrouver son développement à partir de celui de 1 plus x puissance alpha qu'on a vu tout à l'heure, en l'appliquant à moins x au lieu de x et en prenant alpha égale moins 1. Mais on peut aussi faire complètement différemment. Vous avez vu au lycée la formule qui donne la somme des premiers termes d'une suite géométrique. On en tire notamment que 1 plus x au carré plus etc. plus x puissance n est égal à 1 moins x puissance n plus 1 divisé par 1 moins x. Et donc, en réordonnant et en réarrangeant les termes, on trouve que 1 sur 1 moins x est égal à 1 plus x au carré plus etc. plus x puissance n plus x puissance n fois x sur 1 moins x. Et comme x sur 1 moins x tend vers 0 quand x tend vers 0, on peut le réécrire sous la forme d'un développement limité. La formule de Taylor-Young n'est pas toujours la meilleure idée pour trouver un développement limité. En fait, dès que la fonction se complique un peu, c'est souvent très difficile de la dériver plusieurs fois. Les cas des polynômes, de l'exponentielle ou de sinus x
sont un peu trompeurs là-dessus, parce que contrairement à ce qui se passe pour ces fonctions-là, à mesure qu'on dérive une fonction un peu générale, les dérivées successives deviennent de plus en plus compliquées. On se retrouve avec des gros machins de plus en plus lourdingues et qui deviennent vite ingérables. On peut alors essayer autre chose en donnant des résultats généraux qui permettent d'obtenir des développements limités à moindre frais à partir de ceux qu'on a déjà. Pour commencer, on va énoncer deux propriétés assez simples, dont l'une a déjà été implicitement admise. C'est qu'une fonction f ne peut avoir qu'un seul développement limité en un point à l'ordre n. Pas la peine d'en chercher un autre, ce sera forcément le même. La deuxième propriété, c'est que quand on a le développement limité à l'ordre n, alors on en déduit le développement limité à l'ordre n-1, simplement en enlevant le monôme de degré n de la partie régulière. C'est ce qu'on a fait déjà avec les polynômes. En clair, si on a calculé que la fonction f avait pour développement limité en 0 à l'ordre 3 l'expression 2 moins x plus x au carré moins 4x au cube plus x au cube epsilon de x, alors son développement limité en 0 à l'ordre 2 est simplement 2 moins x plus x au carré plus x au carré epsilon de x. Et du coup, on peut recommencer et dire que son développement limité en 0 à l'ordre 1, c'est 2 moins x plus x epsilon de x, etc. On peut aussi faire des opérations sur les développements limités. Somme, produit, composition, intégration, dérivation. On peut aussi diviser des développements limités, mais c'est un peu lourdingue, alors je vais vous en faire grâce. D'abord, la linéarité des développements limités. Soit f, une fonction admettant un développement limité, par exemple en 0 à l'ordre n, c'est-à-dire qu'on a un polynôme p de degré au plus n et une fonction epsilon qui tend vers 0 quand x tend vers 0, tel que f de x égale p de x plus x puissance n epsilon de x. Alors, pour tout réel lambda, le développement limité en 0 à l'ordre n de lambda f, c'est lambda p de x plus x puissance n epsilon de x. Là, en principe, il se peut que vous vous disiez qu'on aurait dû distribuer aussi le lambda sur le reste, c'est-à-dire écrire plutôt lambda f de x égale lambda p de x plus lambda x puissance n epsilon de x. Ce point donne l'occasion de préciser un élément de notation. S'il n'y a pas écrit de lambda dans le reste, c'est parce qu'on peut considérer qu'il est absorbé par le epsilon de x. Autrement dit, dans le passage de la première à la deuxième ligne, le epsilon a changé, même si on le note de la même façon. C'est un peu bizarre au début, mais commettre cet abus de notation simplifie les écritures sans poser de gros problèmes. Comme on l'a dit la dernière fois, on ne connaît jamais vraiment epsilon de x. La seule chose qu'on sait dessus, c'est que ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Alors entre epsilon de x et lambda epsilon de x, il n'y a pas vraiment de différence et on peut confondre les deux, à condition bien sûr de comprendre ce qu'on est en train de faire. L'autre aspect de la linéarité des développements limités, c'est que si les fonctions f et g admettent pour développement limité en 0 à l'ordre n les expressions p de x plus x puissance n epsilon de x et q de x plus x puissance n epsilon de x, alors la fonction f plus g admet pour développement limité en 0 à l'ordre n l'expression p de x plus q de x plus x puissance n epsilon de x. Là aussi donc, on a volontairement fusionné les deux epsilon de x. Il faut d'ailleurs bien comprendre aussi que les epsilon de x de f et de g sont notés de la même façon, mais sont en fait pas les mêmes fonctions. La seule chose, c'est que les deux tendent vers 0 quand x tend vers 0, et donc leur somme tend elle aussi vers 0 quand x tend vers 0, raison pour laquelle on note encore epsilon de x dans le reste du développement limité de f plus g. Et si on avait fait f moins g, on aurait aussi écrit quelque chose qui revenait à epsilon moins epsilon égale epsilon, pour la même raison. On peut aussi multiplier des développements limités en tronquant les parties régulières. Plus précisément, à partir des développements limités de f et de g, on obtient celui de f fois g comme pq tronqué au degré n de x plus x puissance n epsilon de x. Ou ici on a noté pq entre crochets indice n pour le polynôme obtenu en multipliant p et q et en ne gardant que les monômes de degré au plus n. Regardons par exemple le développement limité à l'ordre 3 de cosinus x sinus x. On connaît les développements de cosinus et sinus à l'ordre 3. On multiplie ensemble les parties régulières, c'est-à-dire qu'on calcule 1 moins x au carré sur 2 fois x moins x au cube sur 6, mais en ne considérant que les puissances inférieures ou égales à 3. En commençant par développer le 1 du facteur de gauche, on obtient d'abord x moins x au cube sur 6, et en continuant avec le moins x au carré sur 2, on obtient moins x au cube sur 2, plus une puissance cinquième de x qu'on peut oublier. Finalement donc, le développement limité à l'ordre 3 en 0 de cosinus x sinus x s'écrit x moins 2 tiers de x au cube plus x au cube epsilon de x. On peut aussi composer des développements limités. Le développement de f rongé en 0 à l'ordre n s'écrit p rond q tronqué au degré n appliqué à x plus x puissance n epsilon de x, où là encore on tronque la composition de p et de q en enlevant les monômes de degré plus grand que n. Je mets ici un exemple que vous pourrez regarder en arrêtant la vidéo.
Enfin, on peut intégrer et dériver les développements limités. Quand on dérive un développement limité à l'ordre n, on obtient un développement limité à l'ordre n-1. Quand on intègre, on obtient un développement limité à l'ordre n plus 1, en ayant soin de choisir des primitives qui valent 0 en 0, ce qui revient plus ou moins à choisir des constantes d'intégration nulles en pratique. Regardons par exemple le développement limité à l'ordre n en 0 de 1 sur 1 moins x. Quand on le dérive, on obtient le développement limité de 1 sur 1 moins x au carré à l'ordre n-1, et quand on l'intègre, on obtient le développement limité de log 1 moins x à l'ordre n plus 1. Comme indiqué au début, une application importante des développements limités est le calcul de limites. Ça se fait à l'aide d'équivalents. Deux fonctions f et g sont équivalentes en 0 si le rapport f de x sur g de x tend vers 1 quand x tend vers 0. On a alors que si f de x égale p de x plus x puissance n epsilon de x est un développement limité en 0 de f, et si p est non nul, alors f et p sont équivalents. Attention, la fonction nulle n'est jamais un équivalent. Jamais, jamais, jamais. Chaque année, on voit sur les copies une horreur du genre sinus x équivaut à 0 en 0. Non. Une façon informelle d'expliquer les équivalents consiste à dire que f et g sont équivalentes en 0 quand elles ont à peu près la même valeur au voisinage de 0. En fait, ça n'est pas tout à fait ça. F et g sont équivalentes quand leur quotient tend vers 1, ce qui peut être très différent. En particulier, ça interdit que 0 puisse être un équivalent, quelles que soient les circonstances. C'est vraiment une erreur qui ne pardonne pas. N'écrivez donc jamais que quelque chose est équivalent à 0, je compte sur vous. Pour finir, deux exemples de calcul de limites à partir d'équivalents. Le premier, les limites en 0 de sinus 4x sur sinus 5x. Les développements limités à l'ordre 1 de sinus 4x et sinus 5x s'obtiennent par composition, donc sinus 4x est équivalent à 4x et sinus 5x à 5x en 0. La limite cherchée est donc égale à celle de 4x sur 5x, c'est-à-dire 4 cinquièmes. Autre exemple, limite en 0 de sinus x moins x sur x au carré. Le développement de sinus x à l'ordre 1 est x plus x epsilon de x. Donc sinus x moins x est égal à x epsilon de x. Le problème, c'est donc que la partie régulière est nulle. Donc ça ne nous donne pas d'équivalent. Il faut donc pousser le développement limité plus loin. À l'ordre 2, on a sinus x égale x plus x au carré epsilon de x. Donc sinus x moins x égale x au carré epsilon de x, et on retombe sur le même problème. Ça finit par s'arranger à l'ordre 3. Sinus x égale x moins x au cube sur 6 plus x au cube epsilon de x. Donc sinus x moins x égale moins x au cube sur 6 plus x au cube epsilon de x. Et là, on peut remplacer par un équivalent, moins x au cube sur 6. On a alors que la limite de sinus x moins x sur x au carré est égale à celle de moins x au cube sur 6 divisé par x au carré, c'est-à-dire 0. En vrai, on aurait aussi pu le faire en arrêtant le développement limité de sinus x à l'ordre 2, et il se trouve que le quotient aurait été égal à epsilon de x tout court, et donc tend vers 0, simplement à l'aide d'un développement limité à l'ordre 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme la dernière fois, n'hésitez pas à poser des questions dans le fil de discussion, en commençant chaque question par BR pour que je sache que c'est à moi que la question s'adresse. J'espère encore que vous arrivez à bien travailler. Bon courage à vous tous et à bientôt.